Au moment où j'ai franchi le seuil du grand salon de réception de l'hôtel particulier, toutes les conversations se sont tues instantanément, laissant place à un silence lourd. Ma sœur, Clara, se tenait sous l'immense lustre en cristal, le micro levé, arborant ce petit sourire tranchant qu'elle réserve au soir où elle a prévu de gagner. Elle avait passé des semaines à engager des détectives privés, désespérée de prouver que je mentais sur mon entreprise, et ce soir, pour les 80 ans de notre grand-mère Hélène, elle était prête à m'humilier devant tout le gratin parisien. Je le voyais dans ses yeux, la confiance, la certitude, le frisson de me voir enfin tomber. Mais ce que ma sœur ignorait était simple, l'enquête ne s'était pas arrêtée à moi, et les agents de la brigade financière se dirigeaient déjà vers elle. Je m'appelle Camille Dubois, et j'ai appris très tôt que dans ma famille, la présence ne garantissait pas la visibilité. On pouvait être assis à la même table, respirer le même air, entendre les mêmes conversations, et pourtant rester la personne que personne ne pensait à regarder. Je n'étais pas ignorée par méchanceté, mais par habitude. Mon père, Monsieur Dubois, le genre d'homme qui avait bâti son autorité sur la tradition et les convenances, a toujours supposé que je finirais par rentrer dans le rang et adopter la version du succès qu'il respectait. Ma mère, Madame Dubois, gérait la température émotionnelle de la maison comme on règle un thermostat, des ajustements silencieux, la culpabilité déguisée en inquiétude, des attentes enveloppées de voix douces. Et ma sœur Clara, le centre étincelant de tout cela, comprenait exactement comment maintenir son éclat, acceptant leur approbation aussi naturellement qu'elle respirait. Je ne leur en voulais pas, par à l'époque, je me suis simplement adaptée. Pendant que ma sœur récoltait les louanges devant les invités lors des cocktails, je m'asseyais dans les coins avec un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, construisant des choses que personne n'avait demandées, mais que je ne pouvais m'empêcher de créer. Je n'étais pas bruyante à ce sujet, je ne savais pas comment l'être. Ma force prenait la forme de nuits blanches, de codes épurés, de progrès silencieux. À la fin de mes études d'ingénieur, le fossé entre nous était déjà creusé. Elle organisait des galas de charité, je concevais des systèmes de cybersécurité, elle posait pour des photos avec des sponsors, je déboguais des infrastructures dans un studio en banlieue que je pouvais à peine payer. Mes parents la disaient fiable, responsable, la fierté de notre famille, tandis qu'ils me qualifiaient de talentueuse, mais avec ce ton qu'on utilise pour les passe-temps dont les enfants finissent par se lasser. Je n'argumentais pas, car les arguments nécessitent un public et je n'en avais aucun. Puis vint ce moment, il y a 5 ans, qui a finalement défini les rôles trop clairement pour être ignorés, un dîner avec l'argenterie des grands jours, des conversations polies et les mêmes comparaisons qui flottaient toujours au-dessus de la table quand l'air se raréfiait. Mon père a demandé quels étaient mes vrais projets, ma mère s'est demandé à voix haute si je me sentais perdue, et Clara s'est penchée en arrière, souriant avec l'aisance de celle qui croit aider, pour dire que son association caritative aurait bien besoin d'une paire de mains supplémentaires, à temps partiel, horaire flexible, quelque chose que je pourrais gérer. La pièce attendait ma gratitude, je sentais cette attente peser comme un poids sur mes côtes, mais au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose, un basculement, une ligne franchie, une porte. J'ai reculé ma chaise, le bruit a à peine couvert le tintement des verres, mais ma famille a levé les yeux comme s'ils avaient entendu une explosion. Regardez-moi bien, ai-je dit, puis je suis sortie, non pas en colère, mais avec clarté. Cette nuit-là est devenue la frontière entre qui j'étais et qui je refusais d'être à nouveau. Le message est arrivé un mardi matin, enfoui entre des mises à jour de contrats et des alertes système. Chloé, ma cousine, la seule de la famille qui hésitait encore avant de juger, m'a envoyé juste quelques mots, elle a engagé des détectives. Elle prépare quelque chose pour la fête. J'ai fixé l'écran, la vapeur de mon café montant et floutant le texte un instant avant de se dissiper. Des détectives, pas des rumeurs, pas des chuchotements, mais une tentative coordonnée. Ma sœur n'était pas subtile, elle n'avait jamais eu besoin de l'être, l'approbation avait toujours amorti ses décisions comme des airbags. À midi, Lucas Martin, mon directeur des opérations et ce que j'avais de plus proche d'un frère, se tenait dans mon bureau à la Défense avec l'expression qu'il réservait aux crises majeures. Il a laissé tomber un dossier sur la table en verre entre nous. Elle n'a pas engagé n'importe qui, a-t-il dit, du haut de gamme, minutieux, le genre qui peut fouiller dans n'importe quel recoin de ta vie. J'ai ouvert le dossier, des pages, des registres, des notes sur mon entreprise, mes contrats, mes finances personnelles.
Rien de compromettant parce qu'il n'y avait rien à compromettre, mais l'implication était claire, elle préparait un récit bien avant que je ne réalise que j'y avais un rôle. Lucas m'observait calmement. Elle veut prouver que tu as menti, a-t-il dit, surtout, ton succès, ton travail, ta société. Elle veut tout démolir. J'ai refermé le dossier. La ville de Paris s'étendait derrière la baie vitrée, les lumières scintillant dans l'air froid, la capitale semblait toujours honnête vue de cette hauteur, avec ses toits en zinc et ses avenues tracées au cordeau, contrairement à ma famille. Ce qui m'a serré la poitrine n'était pas l'enquête, mais le détail suivant que Lucas a livré lentement, elle veut révéler ça publiquement à l'anniversaire de ta grand-mère. Le grand salon, le micro, le public. Une répétition de la nuit où tu es parti, sauf que cette fois, elle a l'intention de finir l'histoire, pas juste de la tordre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait les 100 pas, je ne me suis même pas levé, j'ai juste posé mes doigts sur le bord du dossier, laissant le papier refroidir sous ma main. Ma sœur croyait découvrir une vérité, elle ne réalisait pas qu'elle se tenait dessus. J'ai juste souri et j'ai dit à Lucas, plus pour moi que pour lui, parce que l'enquête qu'elle a lancée a déjà trouvé autre chose, quelque chose de plus gros, et ça ne me concerne pas. Je n'ai pas tout dit à Lucas tout de suite, certaines réalisations sont trop profondes pour être dites à voix haute au moment où elles surgissent. Après son départ, je suis restée seule avec le dossier, son poids léger mais indéniable, tandis que la lumière de l'après-midi passait du blanc alors puis au gris sur les tours de la Défense. Mon ordinateur ronronnait, la ventilation chuchotait, et quelque part à un étage inférieur, quelqu'un riait, ignorant que ma sœur écrivait un spectacle censé me détruire. J'ai rouvert le dossier, non pas pour voir le contenu que je connaissais déjà, mais parce que le regarder page par page me rappelait le schéma que j'avais passé des années à fuir, quelqu'un d'autre écrivant mon histoire pendant que je restais silencieuse. Sauf que cette fois, le silence n'était pas une reddition, c'était une stratégie. Les documents que les enquêteurs avaient réunis sur moi étaient inoffensifs, propres, attendus, mais les notes subtiles dans les marges, les références croisées aux activités financières, les demandes inexpliquées liées à ma sœur. C'était la partie qu'elle n'avait pas prévue. L'enquête qu'elle finançait s'était déjà retournée contre elle et je n'avais pas levé le petit doigt. Le soir venu, j'étais de retour dans mon Penthouse, les lumières de la ville éparpillées sur les vitres comme du verre brisé figé en plein vol. J'ai posé mes clés et le dossier sur le comptoir de la cuisine, sans allumer les lumières principales, juste la douce lueur des étagères, assez pour réfléchir. J'ai ouvert mon ordinateur, tapé, effacé, tapé encore, pas d'argument, pas de défense, juste une liste, rien de plus, ligne après ligne, factuelle, propre, des dates d'audit silencieux, des chevauchements chronologiques, des retraits inattendus, des détournements de fonds destinés aux frais médicaux de grand-mère Hélène, des paiements étiquetés actions communautaires qui ne menaient nulle part. Tout était factuel, tout était vérifiable. Je ne préparais pas une attaque, je préparais la clarté. Vers 21h, Lucas a appelé. « Tu manges ?» a-t-il demandé, sa voix portant toujours cette logique calme même quand il était inquiet. Plus tard. Tu n'es pas seul là-dedans. Je sais. Une pause sur la ligne, puis, laisse-moi te demander franchement, tu vas à la fête? J'ai fermé les yeux, appuyé contre le comptoir. La fête, le micro, le projecteur que ma sœur avait conçu, l'humiliation qu'elle répétait. Il y a 5 ans, il avait suffi d'un dîner pour me pousser hors de leur orbite, maintenant, il suffirait d'une soirée pour mettre fin à leur capacité de m'y ramener. Oui, ai-je dit, j'y vais. Lucas a expiré comme s'il connaissait la réponse bien avant que je ne l'admette. Avant de raccrocher, il a ajouté doucement, « Alors tu dois savoir quelque chose. Le détective que ta sœur a engagé, il a déjà déposé des signalements obligatoires auprès du procureur de la République. Ça va très vite. » Les mots se sont installés en moi avec un déclic froid et précis. Elle avait commandité l'enquête, elle avait financé les fouilles, elle avait ouvert la porte, et maintenant les conséquences la franchissaient. J'ai tiré le dossier plus près et j'ai continué à taper. Mes actions n'étaient pas bruyantes, juste pratiques, révision de documents internes, copies archivées d'anciens registres, notes pour le conseiller juridique si nécessaire. Des étapes administratives tranquilles qui ne ressemblaient pas à une vengeance parce que ce n'en était pas une. Je ne créais pas une chute, je refusais simplement de l'amortir. Le lendemain matin,
au siège de ma start-up, la lumière du soleil frappait la salle de conférence vitrée sous un angle qui transformait la table en miroir. Je pouvais voir mon reflet dans le blazer sombre que je portais, simple, contrôlé. Mon ordinateur était ouvert avec la liste établie la veille. Lucas est entré avec une pile de contrats valant des dizaines de millions d'euros, des résultats réels et tangibles d'une carrière que j'avais bâtie sans aucune aide de la famille qui s'apprêtait à m'accuser de tromperie. Il s'est arrêté en voyant le dossier sur la table. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. « Oui. » Mais ce n'était pas la préparation au sens où il l'entendait, c'était le sentiment de n'avoir plus rien à défendre. Quand la réunion s'est terminée et que le bâtiment s'est calmé, je me suis assise seule pour revoir mes notes, non pour les ajuster, juste pour reconnaître quelque chose de nouveau. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à subir une attaque, je regardais quelqu'un d'autre marcher vers le précipice qu'il avait lui-même construit. En fin d'après-midi, j'ai parcouru le long couloir vitré, mes pas étant le seul son résonnant. Les gens croient que la vengeance est bruyante, ils ont tort, le genre le plus dévastateur est procédural, neutre, nu, exécuté par des systèmes qui se moquent de savoir qui a pleuré en premier. De retour chez moi ce soir-là, j'ai plié ma tenue pour la fête, un tailleur pantalon anthracite, des lignes épurées, une présence indubitable, des vêtements qui ne disaient rien mais révélaient tout. Avant de dormir, j'ai tapé un dernier message à Lucas, j'entre par la grande porte, je ne me cache pas. Il a répondu instantanément, bien. Certaines vérités ne fonctionnent que si on se montre. J'ai posé mon téléphone face contre terre, laissant la pièce s'assombrir dans le calme. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à ma famille, ni même d'affronter ma sœur, il s'agissait de retourner dans une pièce que j'avais autrefois fui, de me tenir là où ils s'attendaient à me voir briser, et de laisser la vérité qu'ils avaient découverte tomber exactement là où elle devait être. Le soir de l'anniversaire de ma grand-mère, le grand salon semblait différent, plus lumineux, plus bruyant, plein de gens qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis 5 ans mais qui croyaient quand même savoir qui j'étais. L'air vibrait de cette anticipation que les familles ressentent avant une représentation, ils ne savaient juste pas qui jouait. J'ai traversé l'entrée sans hésitation, le sol en marbre reflétait la lumière du lustre en fragments nets. Les conversations ont baissé d'un ton à mon passage, une fourchette a cliqueté quelque part près de la table centrale. Mon carton de placement m'attendait au bout de la salle, retourné face contre table, intentionnellement. Clara se tenait à la table d'honneur, tenant déjà le micro, habillée pour la victoire, son sourire confirmant qu'elle s'y attendait. Quand elle m'a vue, son expression s'est crispée une demi-seconde avant de se lisser en quelque chose de poli. Elle a tapoté le micro 2 fois et le bruit dans la salle s'est dissipé. « Merci à tous d'être ici », a-t-elle commencé, rayonnante sous les projecteurs. Ce soir, nous célébrons notre grand-mère, une femme remarquable. Mais avant cela, il y a quelque chose que nous devons aborder. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mon père a croisé les bras, ma mère a levé le menton, les proches se sont penchés en avant, prêts pour l'histoire que ma sœur avait assemblée à partir de l'enquête qu'elle avait commandée. Depuis des mois, a-t-elle dit, des affirmations trompeuses circulent sur le succès, les accomplissements et l'intégrité. Une onde a traversé la foule, les regards se sont posés sur moi, comme prévu. Et parce que notre famille valorise l'honnêteté, a-t-elle continué, j'ai pris sur moi de vérifier certaines choses. Le rideau se levait, elle pensait me dévoiler. Je restais immobile près du mur du fond, les bras légèrement croisés, observant, sans colère, sans défense. Ma sœur a inspiré, prête à porter le coup final qu'elle avait répété, mais avant qu'elle ne puisse parler, les doubles portes du salon se sont ouvertes. Le bruit était minime, juste un grincement de charnière et un déplacement d'air, mais il a réduit la salle au silence plus efficacement que n'importe quel discours. 3 officiers de police judiciaire sont entrés, badge visible, posture formelle, leur présence a traversé la lumière du lustre comme un courant froid. Les conversations sont mortes, les pieds se sont figés. Quelqu'un a chuchoté, « Qu'est-ce qui se passe ?» L'officier principal a balayé la pièce du regard, « Mademoiselle Dubois est-elle présente ?» Ma sœur a levé le menton. « Oui, » a-t-elle dit en souriant à nouveau, « j'ai raison. » La voix de l'agent n'a pas tremblé, « Mademoiselle Clara Dubois, vous êtes placée en garde à vue pour interrogatoire concernant des détournements de fonds associatifs et abus de confiance. » Le micro a glissé légèrement dans sa main. « Quoi ? C'est
Il doit y avoir une erreur. Mais les agents s'approchaient déjà, calmes, procéduriers, nullement impressionnés par le pédigré ou la réputation. Des halètements se sont répandus comme une chaleur dans la pièce. Ma mère s'est levée, le visage blanc comme un linge, la mâchoire de mon père s'est serrée si fort qu'un muscle sautait près de sa tempe. Non, a sifflé ma sœur en reculant, c'est elle qui ment. C'est elle qui. L'agent l'a coupé, nous avons les rapports d'audit complets. Le dossier déposé par le détective que vous avez engagé corrobore les conclusions. Silence. Un silence parfait, dévastateur. Parce que la vérité était indéniable, l'enquête qu'elle avait payée n'avait exposé qu'elle-même. Alors que l'agent passait les menottes à ses poignets, le clic métallique a résonné vers le lustre, net, final. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce, confusion, colère, peur. Pas une seule fois je n'ai bougé, pas une seule fois je n'ai parlé. Grand-mère Hélène s'est levée de son siège, stable et claire. J'ai autorisé un audit indépendant il y a des mois, a-t-elle annoncé, tout sera traité comme il se doit. Mon père la fixait, stupéfait. Ma mère vacillait légèrement, agrippant le dossier de sa chaise. Les cousins chuchotaient, les tantes couvraient leur bouche. Le récit s'était brisé net, et aucun d'eux ne savait comment ramasser les morceaux. Les agents ont guidé ma sœur vers la sortie, ses talons claquant contre le marbre en parcours inégaux. Quand elle est passée près de moi, elle a ralenti juste une seconde. C'était le moment qu'elle m'avait destiné, une fin publique, une humiliation déguisée en vérité. Au lieu de cela, elle passait devant la personne qu'elle avait essayé d'exposer, et je n'ai pas scié. La salle de bal n'a pas respiré jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle, et pour la première fois de ma vie, le silence dans cette pièce m'appartenait. 18 mois plus tard, le souvenir de cette nuit ne me revient pas comme une scène, mais comme un son, le clic métallique des menottes résonnant sous la lumière du lustre, un son qui avait l'habitude de me serrer la poitrine mais qui atterrit maintenant calmement, comme un rappel plutôt que comme une blessure. La vie n'a pas changé d'un coup après la soirée, elle a bougé lentement, comme la lumière traverse une pièce en fin d'après-midi, à peine perceptible jusqu'à ce que tout semble différent. Le bâtiment qui abritait autrefois l'association de ma sœur se trouve dans une rue calme en périphérie, je l'ai racheté pour €1 symbolique après la dissolution du conseil d'administration, puis je l'ai reconstruit pièce par pièce pour en faire tout autre chose. Un centre de sécurité numérique pour les enfants qui n'ont jamais eu accès à ce genre de protection. L'ironie ne m'échappe pas, certaines fondations méritent de s'effondrer pour que d'autres puissent être construites proprement. La plupart des matins, la lumière du soleil traverse le hall vitré en longues lignes régulières, je reste à l'intérieur à regarder de jeunes élèves taper leur première ligne de code ou apprendre à sécuriser leur compte en ligne. Leurs rires remplissent les couloirs que ma sœur utilisait autrefois pour des photos mises en scène et des réunions de donateurs. Cette version du bâtiment semble honnête, simple, réelle. J'ai encore des nouvelles de grand-mère Hélène, jamais d'exigence, juste des invitations, douces. La semaine dernière, elle a envoyé un mail, dîner dimanche, sans pression. Une phrase si simple qu'elle semblait inconnue après des années d'obligations déguisées en affection. J'ai dit oui. En conduisant à travers Paris ce soir-là, la ville semblait plus douce que dans mes souvenirs, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais enfin cessé de porter les vieux récits comme des dettes que je devais encore. Au feu rouge sur le boulevard Haussmann, j'ai croisé mon reflet dans la vitre, calme, stable, non pressée, pas triomphante, juste délestée d'un poids. Les gens supposent que la justice ressemble à une parade de victoire, ce n'est pas le cas, elle ressemble à de l'espace, à de l'air revenant dans une pièce dont on ignorait qu'elle nous étouffait. Après tout ça, le nom de ma sœur revient encore dans des chuchotements, date de procès, restitution, la lente machinerie des conséquences. Mais rien de tout cela ne me touche plus, non par indifférence, mais par distance. Je n'ai pas gagné en leur prouvant qu'ils avaient tort, j'ai gagné en sortant de la version de moi qu'ils insistaient à croire vraie, et d'une manière ou d'une autre, cette libération silencieuse est devenue suffisante. La liberté n'est pas arrivée avec des applaudissements, elle est venue sous la forme d'un deuil tranquille, d'un souffle régulier et de la simple réalisation que je ne sursautais plus à l'entente de mon propre nom. La famille avec laquelle j'ai grandi avait essayé de me définir par l'absence, par le silence, par l'effacement, mais la distance m'a appris quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que je peux fermer ou ouvrir selon mes conditions. Et maintenant,
Chaque pas en avant semble mérité, calme, et enfin à moi. Si vous avez déjà reconstruit votre vie à partir du silence, vous n'êtes pas seul. Restez à l'écoute et rejoignez-moi pour la suite.